petit générique. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, c'est super. Je vous remercie, c'est un plaisir partagé. Par contre, moi, c'est toujours la même horaire, hein, 9h, 10h. Ouais, c'est bien, moi, ça me convient, 9h. Bon, on va prendre J'ai l'habitude l'abonnement. d'arriver au bureau beaucoup plus tôt, mais pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. De circulation. Ouais. Moi, je commence à 7h tous les matins. À 7h? Ouais. Et vous partez tard, je suppose, en plus. Oui, bon, voilà, c'est un rythme. Parce que de temps en temps, il y a des réunions... Malheureusement, on me cale très souvent des réunions à 17h, 18h, donc oui. Alors, le président, c'est un entrepreneur. Marc Ventre, c'est un dirigeant du groupe Safran. En activité. Oui. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez avec nous? Je vous présente Christophe, l'animateur, là, le tout petit, là. Le barbu. Voilà, le barbu. Le barbu. C'est l'animateur du 7-9. Et puis à côté, Francky, c'est notre technicien. Voilà, c'est le grand Manitou de tous les boutons. L'homme indispensable technicien. Ah bah oui, parce que moi, je sais pas faire. Et puis, je veux pas savoir faire de toute manière. J'en ai déjà assez à faire comme ça. Celui qui fait pas. Et quand ça fait pas, bah, ça marche pas. Et ben c'est ça. Mais d'un autre côté, non mais on est pieds et poings liés ensemble, hein, parce que si moi je suis pas là, ils peuvent rien faire non plus. Si les animateurs, s'il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de technicien en fait. C'est ça une équipe. C'est comme dans une entreprise. Voilà, et on est très peu nombreux. Mais si, vous avez toujours besoin de techniciens. Ben, c'est ce que je dis. Machines, c'est ce que je viens de dire. Mais en même temps, les techniciens, ils ont toujours besoin de nous, parce que si jamais il n'y a pas de mission, il n'y a pas de technicien non plus. Oui, c'est sûr. Je sais bien que c'est le jubilé de 68, mais on va pas commencer à opposer les classes sociales entre elles. Hein, pour moi, ça n'existe pas, les classes sociales. C'est sûr. C'est pas un bon mot. Moi, il fait très chaud ici. Si vous avez envie d'enlever votre veste, n'hésitez pas. Toute la chaleur, c'est pas bon pour la boire. Oui, hier, j'étais juste. Là, maintenant, on y va, c'est le jingle. On n'a déjà pas assez de temps aujourd'hui, alors... C'est la pub, après il y a le petit jingle, et après c'est à nous, vous allez voir. Vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h, dimanche 8 avril à 15h30, église Saint-Joseph d'Anguin. La radio fête ses 35 ans cette année. Ça va? Oui. Fin d'année. Ça se fête? Oui. On va l'annoncer au micro. Je sais pas, il va falloir qu'on Il y a déjà un événement avec le festival Balade Musicale. 3 jours de musique classique, c'est ça, hein, oui, avec pianiste à l'église. Vous connaissez Anguin? Un peu, oui. Il y a beaucoup de manifestations culturelles à Anguin, donc... c'est un oasis. Hein. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez venir à Anguin. Oui, c'est un oasis. Oui, c'est vrai. On a de la chance encore pour le moment. Ouais. Dis donc, si ça continue comme ça, c'est pas... C'est pas 2 fois 9 minutes pour Hubert Védrine, ça va être qu'une fois, hein, parce qu'il est déjà 9h04. 30 secondes. C'est un thème avec des chroniqueurs, sorties, ciné, beauté, high-tech et news. Retrouvez nous tous les samedis à 20h. À quoi peut ressembler le visage d'une momie après 30 ans? Pour soutenir l'idée, je vous invite à taper Bernadette Chirac sur Google Images. J'espère que la momie ne manquera pas pour la comparaison. Big Bang, c'est tous les samedis depuis 1997 sur les 98 FM ou sur l'appli de Big Bang. Voilà, ça c'est notre intro.
Micro. Bonne émission. Merci Merci. Christophe. Tout à l'heure. Bon, 12 secondes, attention. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et bonjour à tous, à toutes. S'enrichir en économie, c'est maintenant au bar de l'économie. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'industrie métallurgique et les possibilités qu'elle offre, notamment en activité et bien sûr en termes d'emploi. Pour cela, j'accueille tout de suite Pascal de Romanowski. Bonjour. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes directeur de la communication institutionnelle du groupe des industries métallurgiques, ou le GIM, comme on dit en abrégé. Et avec vous, nous allons savoir quelle est la mission du GIM et découvrir les secteurs d'activité, ses métiers, faire un état de l'art en fait, de l'évolution des métiers. Y a-t-il une mutation ou pas? Et surtout parler de Smile, Île-de-France, qui propose de faire découvrir l'industrie aux collégiens, entre autres du 27 mars au 1er avril, mais je pense que les lycéens seront également très intéressés car souvent, même en première ou en terminale, ils se demandent encore ce qu'ils vont bientôt pouvoir choisir comme secteur d'activité. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En seconde partie, nous retrouverons notre thème « Comprendre l'Europe et le monde » puisque depuis la semaine dernière, nous décryptons un thème de géopolitique à travers des interviews, des rencontres, un débat ou de l'actualité. Jeudi dernier, nous avons fait découvrir les programmes de mobilité pour les étudiants proposés par l'Europe, et puis aussi Miguel Moratinos, l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Aujourd'hui, nous retrouverons Pascal Boniface, directeur général de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, qui interviewe Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères en France dans le gouvernement Jospin de 1997 à 2002 et qui l'a interviewé sur les grands équilibres mondiaux. Donc soyez avec nous tout à l'heure à partir de 9h30. Côté musique, eh bien tout de suite, c'est une pépite. On vous propose Harry Connick Jr. avec son titre Come By Me. On n'a pas beaucoup de temps, hein. Pour la musique. Réponse courte. Non, c'est pour la musique. C'est tel que... Bah oui, si je veux vous laisser parler, en fait, mes pauses musicales, c'est juste un réajustement, c'est une respiration, en fait. Ça permet d'ajuster. Oui, voilà. À 1 minute 50, on reprend, s'il vous plaît, Francky. Alors c'est dommage, alors quelquefois... En plus, c'est bien ça. Quelquefois, je repasse... alors là, c'est la pépite. Après, c'est des titres beaucoup plus modernes et actuels. Mais le premier, c'est toujours plus ou moins ancien. Enfin, je remonte à 1950, hein, je vais pas avant quand même. Sur le jazz, on peut aller un peu avant. Hein. Oui, quelquefois, ça me sert rare, mais les enregistrements sont pas toujours très bons, alors... on y va? Tranquille. Voilà, c'était Harry Connick Jr., vous l'avez reconnu. Alors, c'est un petit clin d'œil tout d'abord. Saviez-vous que mai 68 est né le 22 mars, 50 ans après la naissance du mouvement? Mai 68, que reste-t-il dans la mémoire des Français? Selon un sondage Harris Interactive, plus de 2000 personnes, et surtout ceux qui ont entre 65 et 75 ans et qui avaient donc entre 15 et 25 ans à l'époque, estiment qu'il s'agissait d'une remise en cause d'un modèle sociétal dépassé, mouvement étudiant mais aussi social, marquant un tournant dans la vie culturelle française. En revanche, parmi les jeunes générations de 18 à 34 ans, seuls 61% estiment bien connaître mai 68 et 22% indiquent en avoir certes entendu parler, mais sans voir précisément de quoi il s'agit, on les comprend. 17% des jeunes déclarent même que cela ne leur évoque rien du tout. En tout cas, 79% des Français attribuent à mai 68 des conséquences positives pour la société française et 17% considèrent que ce mouvement a eu dans l'ensemble un effet néfaste. Alors justement, aujourd'hui, pour nous parler un petit peu d'économie et de révolution, on va dire, industrielle, nous sommes avec le groupe des industries métalliques, Pascal de Romanowski. Alors, quelle est la mission de ce groupe? Quel est ce groupe? Alors, en fait, le GIM, le groupe des industries métallurgiques, est une organisation professionnelle
qui regroupe des entreprises de la métallurgie, en l'occurrence sur l'ensemble de la région Île-de-France. C'est 2000 entreprises de la métallurgie que nous accompagnons au quotidien dans l'application du droit social pour assurer leur développement. Donc ça, c'est vraiment la principale mission du GIM. Nous avons une deuxième mission qui est très importante et qui rejoint un petit peu nos discussions de ce matin, c'est la formation, notamment la formation par l'apprentissage, puisque nous formons des jeunes, donc en formation initiale, au métier de production, du bac professionnel jusqu'au diplôme d'ingénieur, et ce sont des formations qui correspondent directement aux besoins des entreprises. Alors justement, on va revenir, si vous voulez bien, un petit peu plus en détail, car c'est un point effectivement très intéressant. Mais tout d'abord, on va peut-être préciser que, comme vous l'avez dit, vous représentez plus de 2000 entreprises en Île-de-France, qui réalisent 8% du PIB francilien et qui emploient plus de 270 000 salariés. Oui, tout à fait. Alors, où sont les grandes zones en Île-de-France? Alors, si vous voulez, il y a des grandes entreprises industrielles. C'est-à-dire qu'il y a encore des grandes usines. Mais sinon, il y a un terreau industriel qui est très important encore en région Île-de-France. Et c'est vrai qu'on a une méconnaissance totale de l'impact industriel en région Île-de-France. Et c'est un peu dommage. On a l'impression de vivre dans une région où il y a énormément d'entreprises de services et on oublie l'industrie. Il faut savoir que la région Île-de-France reste la première région aéronautique française. On a toujours l'impression que c'est Midi-Pyrénées parce qu'on nous parle d'Airbus, etc. Voilà, Perpignan. Tout à fait. Or, c'est encore avec des grandes usines comme Safran, comme Dassault, comme Airbus et hélicoptères, etc. Il y a encore de grandes usines industrielles de l'aéronautique en Île-de-France. Et il y a également, bien entendu, ça on le sait un peu plus, de grandes usines automobiles en région Île-de-France. Alors donc on peut peut-être citer que, notamment en Val d'Oise, c'est les zones de Roissy, Argenteuil et Cergy. Et puis aussi de l'autre côté de l'Île-de-France, c'est Saclay, Orly, Créteil. Et puis à côté du Val d'Oise, c'est Poissy, Mantes-la-Jolie. Mais aussi, vous me disiez tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, c'est la Seine-et-Marne. Alors, nous regroupons maintenant, enfin je dis maintenant parce que c'est depuis quelques mois, l'ensemble de la région Île-de-France. Donc nos amis de la Seine-et-Marne nous ont donc rejoints. Avec un tissu industriel qui est important, là aussi, qui est très méconnu. On a toujours l'impression que c'est une zone rurale et exclusivement rurale. Non, en superficie, la Seine-et-Marne, c'est la moitié de la région Île-de-France. C'est un très grand département, mais avec de très belles usines, et notamment d'ailleurs Safran-Villaroche. Alors on peut dire que vous employez également dans ces industries métallurgiques 9200 intermédiaires. Donc ce sont des contrats spécifiques selon des demandes de production plus importantes, c'est bien ça? Alors si vous voulez, c'est l'éternel débat sur les CDD. L'industrie a besoin de souplesse dans son management. Et donc, en fonction, bien entendu, des carnets de commandes, en fonction de leur impact sur le plan commercial, les entreprises sont obligées d'ajuster leur personnel, d'où un nombre. Alors, ça dépend des secteurs. On avait beaucoup parlé d'automobile, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. C'est moins vrai dans les petites structures. Mais il y a toujours, si vous voulez, une respiration du management par du personnel qui va rester un certain nombre de mois, un certain nombre d'années dans l'industrie. Vous avez parlé des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, et bon, on connaît le ferroviaire bien sûr. Quels sont les autres secteurs d'activité qui font partie du GIM, de l'industrie métallurgique? C'est très vaste, vous voyez. Là aussi, je parlais de la méconnaissance que nous avions de l'importance de l'industrie en région Île-de-France. La métallurgie, on a aussi une méconnaissance du périmètre de la métallurgie. On a aussi bien comme adhérents des gens comme IBM et Microsoft. Or, c'est vrai que quand on parle de Microsoft, tout le monde connaît Microsoft, on n'a pas l'impression que Microsoft est une entreprise de la métallurgie. Or, c'est vraiment le cas. Donc, des gens de l'informatique industrielle, des gens de l'électronique,
vous le disiez, du ferroviaire, mais tout, si vous voulez, le secteur de la sous-traitance, et notamment de la sous-traitance mécanique, toutes ces entreprises, et vous avez des milliers de PME, de TPE qui font partie de la métallurgie et qui travaillent avec des donneurs d'ordre, avec leurs clients, et c'est ça qui constitue, si vous voulez, le tissu industriel de la métallurgie en région Île-de-France. Alors, on dit que l'industrie est en déclin, mais en fait, est-ce vrai ou bien réussit-on à la maintenir, voire à la développer? Quels sont les secteurs en croissance ou qui auraient besoin de se développer en France? Alors, tous les secteurs auraient besoin de se développer. Donc, il y a des secteurs qui se développent aujourd'hui peut-être plus rapidement. On a la chance d'être quand même dans un contexte économique qui est un peu plus porteur, bien que nos marges sont encore trop faibles, mais on est quand même dans un contexte économique, comme je le disais à l'instant, qui est quand même plus intéressant. Donc, il y a plus de possibilités qu'il y a quelques années. On est passé par une crise très forte, je crois que tout le monde en a parlé, donc on ne va pas revenir dessus, en 2007, 2008, 2009. Donc aujourd'hui, on recrée des emplois, les entreprises se développent, il y a énormément de création et d'innovation. Enfin, je veux dire, quand on parle, tous les jours on parle des startups. Les startups, ce ne sont pas que dans les services, il y a aussi des startups industrielles, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas forcément des ingénieurs, mais très souvent des techniciens, des gens qui se mettent autour d'une table, qui développent une innovation, qui créent des entreprises. Voilà, c'est ça qui nous rend, nous, optimistes. Justement, si on voudrait dire à un jeune de donner des pistes de développement, quels sont les secteurs d'activité où on peut encore s'installer et créer une industrie? Ah bah, écoutez, tous les secteurs. Sincèrement... Parce que les concurrences doivent être... C'est dur quand même. Je pense notamment l'automobile, l'aéronautique ou le ferroviaire sont déjà bien installés. Bien sûr, mais vous voyez l'automobile, la révolution sur la voiture autonome, sur il y a quelques années la connectique, aujourd'hui la voiture autonome, etc. Donc vous voyez le développement. Alors c'est pas, quand je parle de création d'entreprise, c'est pas une nouvelle marque automobile qui va se créer, mais c'est autant de PME qui vont travailler pour l'automobile, qui vont apporter des innovations pour que ces automobiles correspondent aux besoins de nos concitoyens et correspondent aussi aux nouvelles normes environnementales. Et donc là, vous avez énormément de jeunes qui apportent leur réflexion, leurs pensées, leurs innovations. Et c'est pour ça que je vous dis, dans tous les secteurs, on voit une multitude d'innovations. Et c'est ça qui va modifier le visage de l'industrie dans les prochaines années. Alors, quels sont les défis pour l'industrie de demain? C'est quoi? C'est démographique, économique, écologique, technologique? Alors, bon, on est comme dans tous les secteurs, hein, on est confronté à tous les défis, hein, et on voit bien qu'il y a une accélération de tous ces défis. Je pense que l'industrie est à la pointe de toutes ces réflexions. Quand on voit l'aéronautique avec les avancées sur le moteur économe, le moteur qu'on qualifie de vert, quand on voit dans l'automobile des moteurs électriques, des moteurs dans l'énergie, d'ailleurs la même chose, quand on voit tous les efforts qui sont faits, je dirais que l'industrie est vraiment à la pointe de toutes ces innovations et de tous ces défis. Alors, on va un petit peu parler également, et surtout évidemment de métier, puisque vous organisez ce salon Smile dont on va parler tout à l'heure. Y a-t-il, on peut dire, une évolution des métiers ou de la façon de travailler? Est-on en pleine mutation? Alors, c'est tout à fait, c'est une mutation. Alors, c'est une mutation que certains considèrent comme rapide, mais c'est l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies qui font que le geste professionnel n'est plus le même qu'il y a encore une dizaine, ou une quinzaine, ou une vingtaine d'années. On parle bien sûr de la robotisation de nos entreprises. La robotisation va permettre justement à des opérateurs de travailler dans de meilleures conditions, de supprimer toutes les tâches qui étaient répétitives, qui étaient pénibles. Donc le robot ou la robotisation ne doivent pas être considérés comme un danger pour l'entreprise et encore moins pour
les opérateurs et pour les salariés, mais au contraire pour une aide quotidienne dans leur activité. Alors vous me disiez juste avant qu'on rentre dans ce studio que justement la formation on n'a plus les mêmes besoins qu'avant. Quels sont les besoins pour l'industrie? Alors, il est évident que là, on voit bien une évolution des compétences, une montée en compétences qui est assez forte. Il y a encore quelques années, on avait besoin surtout de niveau 5, c'est-à-dire de BEP, de CAP. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de gens formés à ce niveau. Donc on n'a plus besoin de CAP, on peut le dire clairement. Oui, ou alors on va faire évoluer nos CAP, c'est-à-dire que des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans nos entreprises, on va, et ça c'est je dirais, une politique quotidienne de l'entreprise, on va les former, on va les faire évoluer pour suivre les nouvelles tâches et monter en compétences. Alors, je vous propose de faire tout de suite, Pascal de Romanowski, une petite pause musicale avec Justin Timberlake, Say Something, et on revient tout de suite pour parler emploi, formation et ce salon Smile. C'est pour vous laisser respirer et puis, si vous voulez prendre un petit coup de sirop. Un petit coup de sirop. Voilà. Bon, ça va là? C'est très bien. Donc là, justement, on avance dans la formation. Ça serait bien que vous reveniez dessus en me disant ce que vous m'avez dit tout à l'heure, qui est qu'on a besoin de bac pro. Hein, faudrait parler pro, BTS, voilà, ingénieur. Voilà, c'est ça. Technicien, ingénieur. Et puis, parler de vos écoles en même temps. D'accord. Parce que ça, on n'a pas entendu le nom des écoles, et c'est ça, c'est assez intéressant. Et puis après, on parle du salon. D'accord. C'est vrai qu'en vous écoutant, il faudrait que je vienne avec des choses, même sur le Val d'Oise, plus précises. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, c'est parce qu'on a des très belles entreprises dans le Val d'Oise. Il est très dynamique, le Val d'Oise. Et nous, notre mission, c'est de parler en priorité du Val d'Oise et ensuite de toute l'île de France. Ouais. Donc je fais les deux, moi. Francky, à 1 minute 50, on reprend hein, comme d'hab. On n'aura pas le temps, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensiez des réformes en cours et qu'attendez-vous du pacte. La prochaine fois, vous répondrez à cette question. Parce que là, Le pacte, il sort en avril en principe, donc on va attendre. ouais. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs chez nous, mais bon, peu importe si ça vous intéresse. Bah, je pense qu'il va falloir en parler parce que c'est important pour les entreprises. Ça va complètement, oui. Donc, on y va. Pascal de Romanowski, vous représentez le GIM, le groupe des industries métallurgiques, et on était en train de parler de la formation. Donc vous nous disiez juste avant cette pause musicale qu'on a besoin de bac pro, de BTS, d'ingénieurs, et que vous avez 5 écoles qui permettent ces formations. Quelles sont-elles? Alors en effet, on a 5 centres de formation d'apprentissage de l'industrie. Qui vont, comme je vous le disais, donc du bac professionnel jusqu'au diplôme d'ingénieur. Nous avons l'AFORP, qui est le principal centre de formation, qui lui-même a 4 centres de formation sur la région Île-de-France, Drancy, Asnières, ici Limoilino et Mantes-la-Jolie, puisque Mantes-la-Jolie est un bassin d'emploi industriel qui reste aussi très important. Nous avons Mécavenir, qui est un centre de formation d'apprentis, en liaison d'ailleurs avec la Fédération des industries mécaniques, et qui est à Puteaux et qui forme là aussi des BTS et des diplômes d'ingénieurs. Nous avons l'AFTI, qui forme des ingénieurs réseau, qui est sur le plateau de Saclay. Et nous avons également le CEFIPA, qui lui forme des ingénieurs plutôt généralistes en liaison avec le CESI. Et puis nous avons un centre aussi dans le 77, qui est le CFA du 77, qui lui forme aussi
à Bac Pro et BTS. Donc on couvre l'ensemble de la région Île-de-France. C'est presque 3500 apprentis. Et quand on regarde l'évolution de ces centres de formation, comme je vous le disais il y a quelques minutes, on voit bien qu'on monte en compétences et qu'on va de plus en plus vers des diplômes de techniciens et d'ingénieurs. Et les écoles accueillent, enfin il y a de la place, je veux dire, pour les jeunes qui demandent, ou bien vous êtes complet? Alors, notre but c'est d'être bien sûr complet, mais on a chaque année des campagnes de sensibilisation de nos concitoyens pour leur présenter ces métiers et les possibilités d'emploi. On a un taux d'insertion qui est près de 80 à 90%. Et c'est ça l'important. Donc voilà, on est sûr de trouver du travail après avoir fait ces écoles-là. Quand on explique aux parents qu'un jeune qui rentre chez nous au bout d'un certain nombre d'années d'apprentissage, il va trouver un emploi, et après il évoluera bien entendu dans son emploi ou dans le monde industriel, c'est quand même encore, je dirais, un atout très important, en tout cas pour les familles et pour les jeunes eux-mêmes. Absolument. Alors, on va tout de suite justement parler de cette découverte que vous voulez proposer à tous nos jeunes du 27 mars au 1er avril. C'est Smile Île-de-France qui accueille les collégiens et les lycéens, j'imagine aussi, au cœur d'une usine éphémère à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Parlez-nous un petit peu de ce que vous allez faire découvrir. Alors, je complète peut-être ma réponse de tout à l'heure, parce que vous me demandiez comment on fait pour que les jeunes viennent vers nos centres de formation. Si on est obligé quand même de faire des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation, c'est que en fait l'industrie, malheureusement, est encore victime d'une image complètement désuète. C'est-à-dire que les gens ont l'impression, d'abord, ils ne connaissent pas nos usines, ils connaissent tous, bien entendu, les produits industriels puisqu'ils les utilisent au quotidien, mais par contre, ils ne savent pas où ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués. Et donc, on est obligé de leur expliquer que l'image qu'ils ont, et qui est malheureusement très souvent véhiculée, n'est pas l'image réelle de l'industrie. Donc on est amené à monter des opérations comme Smile, et Smile a un intérêt, je dirais, direct pour répondre à ces attentes, puisqu'on crée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui est un lieu pertinent pour les jeunes et pour les enseignants, on crée une usine éphémère, c'est-à-dire une véritable usine qui va fonctionner pendant une semaine. Donc, on va pouvoir voir chaque service et même produire des objets? Voilà, l'usine en fait produit un objet assez basique, mais qui avait été demandé par des jeunes, c'est-à-dire que l'usine va produire des lampes torches. Ah, c'est super. Voilà. Et donc les collégiens vont être accueillis exactement comme des clients dans une usine. Ils seront accueillis par un technico-commercial qui va les accompagner pendant, je dirais, l'ensemble de la visite de l'usine. Et pendant cette visite, ils vont rencontrer 13 professionnels qui correspondent à 13 métiers, à 13 fonctions de l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, les études, la Alors, conception. les études, voilà, les études, la conception, le directeur général qui va leur expliquer le management, le management, les méthodes. La méthode de production. Les méthodes de production, le management de production, parce que il faut mettre en ligne, je dirais, toutes les machines pour que la lampe soit produite. Ils verront les machines en fonctionnement. Donc on fait venir des machines à la Cité des Sciences. Et ça a été assez difficile parce que ce sont des machines de 3 tonnes. Ah oui, il faut de l'espace. Voilà, il faut de l'espace. C'est des machines qui sont en partie robotisées. Donc vous pouvez imaginer au niveau de la logistique ce que ça représente. Ils verront aussi les gens des achats, parce qu'il faut acheter de la matière première, comment on l'achète. Est-ce qu'on l'achète en France ou est-ce qu'on l'achète à l'étranger? Mais si on l'achète à l'étranger, il y a des problèmes de transport, etc. Même si le coût peut paraître plus intéressant au départ. Enfin, il y a toutes les problématiques qui se posent pour les responsables des entreprises. Vous passez après à un professionnel de l'environnement qui va leur expliquer qu'une entreprise, elle prend en compte aussi sa facture carbone et son impact sur l'environnement. Les déchets, la consommation d'énergie. Le recyclage des déchets, etc., pour les sensibiliser aussi à cet aspect.
un responsable RH qui va leur dire, vous voyez, si ça vous intéresse, voilà quel niveau de diplôme vous pouvez rentrer dans une entreprise. C'est pas forcément avec un diplôme d'ingénieur. Voilà comment vous pouvez évoluer. Voilà comment vous pouvez rédiger un CV si vous voulez aller vers l'entreprise industrielle. Et puis un dernier SAS, un dernier espace où les centres de formation vont leur expliquer justement quelles sont les compétences requises, comment ils peuvent se former, quels diplômes ils peuvent obtenir, etc. Donc vous voyez, c'est un parcours complet qui dure 1 heure, 1 heure et quart. Et chacun repart avec sa petite lampe Et ensuite, chacun repart avec qu'il aura sa petite, produite. voilà, pour écairer sa future voie professionnelle. Merci beaucoup Pascal de Rowanowski. Je rappelle donc que tout ça se passe à La Villette. C'est la semaine de l'industrie du 27 mars au 1er avril. Et on peut découvrir les principaux métiers de l'industrie pour tous nos jeunes qui se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire dans le futur. Et l'industrie, c'est passionnant. Moi, je suis fanat. Merci beaucoup. Si vous êtes déjà convaincu, c'est merveilleux. Juste un dernier mot pour dire que le samedi et le dimanche, c'est ouvert au grand public. Que la Cité des Sciences, bien entendu, l'entrée est gratuite. Donc, voilà. Donc, emmenez également les parents qui nous écoutent, emmenez vos lycéens parce que ça vaut le coup et ça peut donner des idées. Oui, mais moi, je suis fanat parce que je suis tombée dans les usines quand j'étais petite. Donc, ça ne s'apprend pas. Allez, on fait une toute petite pause. Merci beaucoup. Et puis après, on part comprendre l'Europe et le monde avec Pascal Boniface. Bonjour. Ça va, Bruno? Et les Céline. Oui, parce que Monsieur sort de la grippe. Hein. A priori, je suis plus contagieux. D'ailleurs, vous êtes un peu blanc. Hein, je ne vous connais pas, mais non, mais il faut prendre des vitamines. J'ai fait une cure d'hélicéline il y a quelques mois. Et là, je me suis arrêté à la pharmacie pour... vous pouvez rester avec nous, rester assis. Ah bon? Oui, bien sûr. Alors, tu as le temps ou je te fais passer à la fin comme tu veux, d'hab? Comme tu veux. Je préfère. Oui, comme tu veux. Bon. De toute façon, là, c'est très court parce que sinon, le pauvre Hubert Védrine, on va lui couper le kiki. On a pour 18 minutes. Oui, donc il faut qu'on calcule notre coût parce qu'il faut qu'on laisse la parole à Bruno et un mot de conclusion à monsieur. Dans 10 secondes. 10 secondes, voilà, c'était vraiment une respiration, histoire que Francky se calme bien, cette fois. Donc à la fin, moi. Donc à la fin. Oui. Attention. On y va. Comprendre l'Europe, comprendre le monde, c'est notre nouveau thème au bar de l'économie. Aujourd'hui, sur les grands équilibres mondiaux, Pascal Boniface, bonjour. Vous interviewez Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin de 1997 à 2002. Bonjour, je reçois aujourd'hui Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été aussi pendant 14 ans auprès de François Mitterrand pour toutes ses affaires internationales. Nous allons parler aujourd'hui un peu de l'état du monde global, les rapports de force internationaux et les évolutions stratégiques entre la confirmation du pouvoir de Xi Jinping, l'élection... Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus fort pour ceux qui écoutent via Facebook? L'énergie renouvelée de Vladimir Poutine. Hubert Védrine, comment voyez-vous les grands équilibres à travers notamment ces 3 grandes puissances et ces 3 personnages emblématiques qui suscitent de nombreux commentaires dans les médias français? Bon, c'est toujours difficile de caractériser le monde, c'est tellement vaste. D'autre part, moi je rappelle toujours ce qui me paraît être la donnée essentielle depuis une vingtaine d'années, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et du pouvoir qu'ils ont exercé, bien ou mal, pendant... Tous ne l'ont pas réalisé, manifestement. Ils ont du mal à admettre cette idée, parce que c'est une idée complètement déboussolante pour les Européens qui ont une vision très, très idéalisée du monde. Vous savez, la communauté internationale, les cours pénales pour punir les méchants, enfin, ils ont une vision très à laquelle ils sont obligés de renoncer tellement le monde est différent de ça. Ça ressemble plus à Jurassic Park. Et pour les Américains, c'est à la fois vexant, humiliant et inquiétant. Parce qu'ils passent leur temps à osciller entre, pour être en sécurité, ce qu'il faut contrôler le monde entier, ou alors un petit peu ce que Murray cherche, des oscillations extravagantes du corps électoral américain, qui à chaque élection présidentielle passe d'un extrême à l'autre. Donc ça, c'est le cadre. Et donc il n'y a pas de... enfin, c'est mon avis, en tout cas, il n'y a pas encore de communauté internationale, en tout cas pas entre les peuples et l'État construit, on même n'existe pas. Tout ce qui est ONU, G20, G7, ce sont des cadres. Et ce qui se passe dedans dépend du rapport réel entre les puissances qui sont là ou d'autres qui sont à l'extérieur et qui peuvent agir contre. Donc c'est un monde, certes global, mais semi-chaotique,
Ce qui ne veut pas dire en guerre, pas forcément, parce qu'il n'y a pas non plus de mécanisme automatique de généralisation des guerres. Il n'y a pas les systèmes d'alliance qui existaient en 1913, par exemple, par rapport à ça. Donc, pas de mer calme, on est entre les deux, mer agitée à très agitée, entre les deux, et voilà le contexte. Alors, dans ce contexte, il y a les phénomènes que vous citiez. Il y a les États-Unis qui ne sont plus une hyperpuissance complète, mais qui restent le pays numéro 1, avec à leur tête quelqu'un qui est fantastique et qui est imprévisible. Donc il y a un facteur d'incertitude et d'imprévisibilité dans le système. Et ça se répercute sur toutes les... Aussi, on parle beaucoup de l'État profond américain, le fait par exemple que Trump, sur l'OTAN, sur les garanties apportées aux alliés, soit revenu sur ses déclarations de campagne. Il est entouré de généraux. Est-ce que l'on peut dire que l'entourage de Trump l'a canalisé et l'empêche de faire toutes les phrases qu'il voudrait faire ? Toutes, j'en sais rien. Le paradoxe, j'en parlais récemment avec des amis démocrates américains, des responsables importants, qui me disaient on en est au point où on souhaite que l'armée soit puissante. On souhaite que les généraux, qui sont souvent d'ailleurs des généraux un peu atypiques, en retraite, enfin quand même, ils ont une expérience du monde réel, que les généraux l'encadrent, dans l'hypothèse où il faudrait prendre des décisions vraiment effarantes. Ouais. L'état profond dont vous parlez, en général, c'est une expression qui concerne la Turquie. C'est pas faux, je suis assez d'accord. Et on l'a vu dans plusieurs sens. D'abord, quand Trump a douté de l'article 5, qui est la base même de l'OTAN, de l'Alliance, tout le système a dit, mais non, c'est inviolable. Même si depuis l'origine, il y a toujours eu des doutes. Est-ce que l'article 5 fonctionnerait vraiment? Mais il y a les cas inverses. La seule bonne idée, pourrait-on dire, qu'avait eu Trump avant, c'était d'établir des relations plus réalistes et plus pragmatiques avec la Russie. Et il est revenu en arrière. Et finalement, le système l'a coincé. Et je pense que dans l'exagération des accusations sur les contacts entre la famille et l'équipe de Trump avant l'élection sur la question russe, il a certainement fait des maladresses extraordinaires ou des erreurs graves, mais il n'avait pas de secret extraordinaire à donner aux Russes, on ne va pas sur quoi porter le marchandage, et je pense que le système a profité de ce comportement du n'importe quoi pour le bloquer vers la question russe. En matière iranienne, j'ai peur que les pulsions de Trump et l'État profond américain aillent dans le même sens, et qu'il aille assez loin pour sortir de l'accord Iran, sortir des États-Unis, resanctionner. Ça, à mon avis, c'est la conséquence la plus gravissime possible actuelle du comportement aberrant de Trump. Mais vous citiez d'autres. La Chine poursuit son ascension, et la Russie, jusqu'à maintenant, a grimpé sans que s'organise en face d'elle la coalition de ceux que cela inquiète. Donc il y a quand même 10, 12, 15 puissances dans le monde qui pourraient être inquiétées par ça. Et compte tenu de la puissance économique de la Chine, on voit que déjà, la puissance économique, commerciale, les routes de la soie, etc., on voit qu'il y a déjà 30 pays dans le monde qui sont quand même un peu inhibés face à la puissance chinoise, et même des lobbies chinois quand même, qui se sont développés, y compris dans des pays qui ne sont pas du tout asiatiques. Bon, donc ça c'est la Chine. Bon, Poutine, il a réussi l'opération initiale consistant à dire la Russie n'est plus un paillasson, je suis revenu dans le jeu et je suis capable de mettre des pieds dans la porte à 2-3 endroits. C'est pas redevenu une puissance globale, hein, c'est pas du même monde. Si ce sera mieux, ce sera plus court. Faut pas oublier toutes sortes d'autres problèmes, les convulsions de géants. À ce moment-là, je ne reprends pas la parole dans le monde entier, avec des répercussions. Ça fait gagner du temps, parce que sinon, Bruno, on va les Européens de tout ça, qui savent toujours pas ce qu'ils veulent. Bon, voilà, il y a donc un tableau vraiment, encore une fois, je ne veux pas incertain, alarmiste, mais très trouble, très instable. Donc c'est plus compliqué qu'avant pour chaque acteur de se dire qu'est-ce que je fais moi dans tout ça. Pour revenir aux États-Unis de Trump et par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il soit assez un peu paradoxal, rassurant de voir les généraux au pouvoir. Généralement, on est plutôt inquiet de cela dans notre pays, mais donc ils apportent une part de rationalité. Et en même temps, on voit bien que sur les deux cas que vous citez, aussi bien la Russie que l'Iran, il y a finalement cette méfiance, voire cette hostilité profondément ancré et qui ne veut pas voir que les choses changent. Donc il a possibilité de remettre en cause l'accord nucléaire iranien parce que l'Iran apparaît toujours comme une menace et le traumatisme de la prise d'otage de l'ambassade ne semble pas être dissipé. Quant à Moscou, sans voir qu'il y a peut-être une part de responsabilité dans la crispation de la Russie avec l'élargissement de l'OTAN, le système de défense antimissile, Moscou est vu quand même par les corps de sécurité américains et par l'OTAN toujours comme une menace existentielle, comme finalement l'héritière directe de l'Union soviétique. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas que militaire, ça.
D'ailleurs, les démocrates dont je parlais, qui se disent heureusement qu'il y a quelques généraux quand même sérieux autour de Trump, la Maison-Blanche étant une sorte de pétrolière par ailleurs, ils ne pensent pas tellement aux orientations de fond Russie-Iran, ils pensent à la gestion de crise. Ils ont peur eux-mêmes de ce que Trump serait capable de faire en gestion de crise aiguë. Donc c'est là où les autres à Washington se disent espérons qu'il sera encadré. Par rapport à la Corée du Nord, par exemple. Par exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais dans la longue durée, c'est évident qu'il y a tout un système américain qui n'est pas que militaire, qui est également très politique. Tout le parti républicain est comme ça, même une partie des démocrates, qui fondamentalement ne veut pas avoir des relations, disons, réalistes, apaisées avec la Russie. Ils ont besoin de cet adversaire historique. Ils ne sont pas du tout entrés dans le raisonnement que vous esquissiez, qui est juste en disant tout n'est pas de la faute des Russes. Il y a énormément de choses à reprocher aux Russes, il faut se méfier d'eux, il faut faire attention, etc. Il n'empêche qu'il faut quand même établir des relations meilleures, et puis on pourrait s'interroger sur en effet l'OTAN, les antimissiles, l'accord d'association Europe-Ukraine, puisque ici une partie européenne qui avait été conçue non pas pour faire de l'Ukraine un pont entre les deux ensemble, mais pour couper les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie. Même quelqu'un comme Brzezinski, qui est décédé il y a longtemps, qui était avec Kissinger, le penseur de ces questions, c'est pour savoir si pour les lâches dans les toutes dernières années, il disait que c'était une idiotie de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Et surtout pour un statut autrichien, un peu d'autre. Même Brzezinski qui avait théorisé le fait que sans l'Ukraine, la Russie ne pouvait plus être un empire, et que c'était une bonne chose de détacher, mais pas à ce point-là. À la limite, on peut dire que les présidents avant, notamment George W. Bush, avaient suivi les idées d'avant de Brzezinski. Et dans les 10 dernières années, Brzezinski a changé. Même Kissinger, qui est un autre dur à cuire, donc il dit il faut reconnaître que depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la vraie date, c'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS. Donc 2 ans après, 91. Donc, Kissinger dit on n'a fait aucun effort pour intégrer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Ça aurait peut-être été très difficile, ça aurait peut-être pas marché, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu d'effort dans ce sens. Donc voilà, on est avec ces États-Unis, mais qu'est-ce que ils sont là. Moi, je pense que la seule solution, c'est de s'organiser pour dépendre le moins possible de Trump. Ah, très bien. Bravo, Francky. C'est la pause respiratoire et ça repart. Et pourtant, est-ce que la Russie est une véritable menace? Son budget militaire représente 10% des dépenses militaires des seuls États-Unis, sans parler bien sûr des alliés européens. Donc comment expliquer que la Russie est toujours vue, y compris d'ailleurs en France, par la plupart des médias, comme une menace et comme finalement Poutine serait le digne héritier en ligne directe de Brejnev? Oui, mais on n'a pas le temps de s'interroger sur pourquoi les médias disent des choses extravagantes sur beaucoup de sujets. Enfin, ils ont leur ligne, ils ont une sorte d'idéologie qui s'applique à plein de sujets, dont la Russie. Mais on ne peut pas, cela dit, faire comme si la Russie n'était pas un problème du tout. Donc, si on avait ici avec nous des Baltes ou des Polonais ou d'autres, ils disent, écoutez, de précaution valent mieux qu'une com. Il y a quand même dans le système russe des systèmes de sécurité, même si Poutine a l'air d'un calculateur froid, il est également émotionnel et furieux à certains moments. Bon. Ça dépend d'où on parle par rapport à ça. Alors pourquoi ça apparaît comme une menace? On en disait un mot pour des États-Unis. Il y a beaucoup de puissances qui ont besoin que la Russie reste une menace. Donc ils ont transféré sur la Russie, qui avait disparu des radars et qui est un peu remontée, pas trop, ils ont transposé toute l'analyse qu'on faisait sur l'Union soviétique. Et après, il y a des gens qui disent quand même c'est un système qui peut avoir des aspects dangereux, donc soyons prudents. Mais ça pourrait être fait de façon non hystérique, avoir des rapports prudent, quoi, avec la Russie. Mais donc, il y a une volonté profonde. Mais les États-Unis, c'est curieux, parce que Trump représente une partie des États-Unis. D'ailleurs, son électorat est très content pour le moment. Il n'y a pas de résultat particulier, c'est souvent même l'inverse de ce qu'il avait annoncé, mais le ton, le fait d'engueuler les gens de Washington, de pourfendre toute cette espèce de majorité, disons la moitié d'Américains qui n'en peuvent plus de la dictature des minorités. Donc même si ça n'a aucun effet pratique, le fait que Trump envoie balader tout ça, pour le moment il a un électorat content. Ce qui fait que les républicains, que Trump a piétiné pour être finalement élu, qui pensent sans doute le plus grand mal de lui, ils vont pas le lâcher. Sauf ceux qui ne se représentent pas aux élections, comme le président de la Commission des Affaires étrangères. Par exemple. Et ceux qui veulent se représenter, sauf s'ils avaient le sentiment que les électeurs vont les lâcher parce qu'ils en ont marre de Trump, ils vont pas le lâcher. Ce qui veut dire d'ailleurs que tous ceux qui rêvent d'impeachment, parce que
déjà tous ceux qui n'avaient pas du tout imaginé que Trump puisse être élu. Ça leur paraissait tellement aberrant que c'était impensable. Comme c'était impensable, c'était impossible. Sinon, ça s'est produit. Donc ils passent leur temps à dire il y aura un impeachment la semaine prochaine. C'est En cas d'impeachment, c'est Mike Pence qui prendrait la Maison-Blanche, qui est certainement plus multilatéraliste que Trump. Sur le plan intérieur, il est plus conservateur, traditionnel, voire réactionnaire au sens ordinaire du terme. Sur l'international, on n'en a pas la moindre idée, mais de toute façon, ils n'arriveront pas à l'impeachment parce qu'il faudrait que je crois qu'il faut les 2/3 des sénateurs pour confirmer ça. Ils ne l'auront pas. Sauf si la base lâchait massivement Trump. Mais c'est pas le cas. Et ça prendra du temps de toute façon. Ce qui fait que les autres partenaires les autres pays dans le monde, ils se disent il faut faire avec. Il y a très peu de pays contents de la situation. Les Polonais ne sont pas mécontents. Netanyahou est évidemment assez content de Trump. Les Saoudiens. Mais même Netanyahou, cela dit, il n'aime pas quand Trump dit « j'ai une idée pour régler le problème ». Parce que Netanyahou, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrête de l'embêter avec cette question. Donc même là, il y a une micro-dissonance, vous voyez, par rapport à ça. Les Saoudiens sont assez contents de cette espèce d'alliance terrible qui ne sont pas du mal à l'envers entre Trump, les Wahhabites et le Likoud. Mais ça les rassure, ça les consolide, ça peut les amener à faire des sottises, d'ailleurs, comme on l'a vu récemment dans la question iranienne, vous voyez. Donc il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment contents. Et ou alors, de façon paradoxale, il y a la Chine qui n'est pas mécontente de tirer profit des absurdités de Trump. Une des meilleures réussites d'Obama, c'était le grand accord commercial États-Unis-Asie-Pacifique, sans la Chine. Et Trump a dit, j'en veux plus parce que je veux pas d'accords multilatéraux, je veux des accords pays par pays, ce sera beaucoup mieux pour nous. Donc il envoie balader le truc. C'est évidemment immédiatement récupéré par la Chine, qui dit on va faire un grand accord Donc en fait, Pacifique sans les États-Unis. Le slogan de Trump, c'est plutôt Make China Great Again. Il va renforcer la puissance chinoise de par ses inconséquences. Mais on est trop critique sur Trump parce qu'il a dit une chose vraie dans sa campagne quand il a dit je serai imprévisible. Même pour lui, vous voyez. Est-ce qu'il y a un changement fondamental ou est-ce qu'en fait Trump ne pousse pas un petit peu plus loin le bouchon que les autres, mais finalement quelle est la part de changement et la part de continuité? On attend Trump finira probablement son mandat, peut-être même, sait-on jamais, sera-t-il réélu, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement fondamental des États-Unis en 2020 après un premier mandat ou un unique mandat de Trump? Vous posez une question qui est très intéressante sur la tendance historique. Et mon intuition, et je ne peux pas le prouver, mon intuition c'est qu'on ne reviendra jamais à la situation d'avant, où les deux rives de l'Atlantique, à cause de la menace réelle de l'URSS, de Staline, etc., ont été rapprochés, d'où l'esprit transatlantique, la communauté atlantique et tout ce qui en découle sur le plan avec le fondement fort qui est celui de l'Alliance Atlantique, l'article 5, mais il y a toute une série de systèmes, à l'origine le plan Marshall, que Staline avait fait refuser d'ailleurs par l'Europe de l'Est parce qu'il voulait garder son influence. Enfin, tout ça c'est très particulier, c'est né de la suite, la conclusion de la guerre, où Dieu merci, ce sont les soviétiques d'abord, puis les Américains qui ont écrasé le nazisme. Bon, donc on a une situation qui a conduit à l'organisation du monde en 1945, Roosevelt, Truman. Je pense d'ailleurs que c'est la plus intelligente période de toute la politique étrangère américaine de tous les temps, parce qu'elle est à la fois évidemment inspirée par les intérêts vitaux américains, mais elle est vraiment généreuse par certains aspects. Et elle est de long terme, c'est une perspective de long terme. Ouais. Y compris le choix de Truman en disant on ne va pas refaire une guerre contre l'URSS, puis on va l'endiguer, l'indignement, plutôt que ça. Bon, tout ça, elle crée des relations très étroites, mais il n'y a plus la menace commune. Donc je pense que depuis la fin de l'URSS, depuis la fin de la menace, même si Poutine a fait un retour tendant à montrer qu'on ne peut pas s'occuper de la Syrie sans lui, même je pense qu'il y a une sorte d'éloignement qui a commencé, qui se produit, et qui va amener les États-Unis et l'Europe progressivement à des sortes de cousins issus de Germain. Enfin, il y a une relation historique. Mais c'est plus aussi étroit, c'est plus aussi automatique. C'est la prédiction d'Arbatov. Quand vous étiez auprès de Mitterrand, Arbatov avait dit « On va vous rendre le pire des services, vous privez d'ennemis ». Oui, non, ça c'est un peu différent, parce que quand Arbatov dit ça à juste titre, il disait « Vous n'aurez plus le prétexte de la menace soviétique, sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, l'État profond américain d'ici à la menace russe. » Bon. Et je parle d'autre chose, je parle d'une distanciation qui n'est pas la rupture du tout, mais une sorte d'éloignement relatif entre le monde américain et le monde européen qui en fait
ont des valeurs communes, mais beaucoup de valeurs tout à fait différentes. Le multilatéralisme, par exemple, est quelque chose qui oppose Européens et Américains. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Les Américains diront toujours, comme disait Bill Clinton, en disant chaque fois qu'on peut, on essaiera de régler les problèmes avec nos amis, nos alliés, nos partenaires. Mais s'il le faut, on agira seul. Ils ont été même ceux qui professent la foi dans le multilatéralisme pensent ça. Même, disons, le degré de dommage n'est pas le même selon les gens. Enfin, je termine sur le point d'avant. Obama déjà avait montré qu'il n'intégrait plus, comme les prédécesseurs, la mission wilsonienne. La mission de l'Amérique, c'est de démocratiser le monde entier. Autrefois, la chrétienté évangélisée, l'Occident dit droit de l'homisé aujourd'hui. Et Obama disait que oui, on interviendra dans certains cas, si c'est vraiment nécessaire, mais ce n'est pas notre mission numéro 1. Quand on le fait, souvent ça ne marche pas. Il avait été élu après George W. Bush. Donc déjà, il y a un début de distanciation, qui n'est pas l'abandon de l'Europe en particulier, mais disons la fin de l'aspect missionnaire des États-Unis. Et Trump, avec sa brutalité, sa vulgarité, tout ce qu'on veut, il dit des choses qui ne sont pas le contraire d'Obama. En général, on n'associe pas les deux, tellement Obama était intelligent, séduisant, sophistiqué, etc. Et l'autre est le contraire sur chaque point. Bon. Il n'empêche que je pense qu'il y a une tendance à la relativisation et qui fait peur aux Européens, qui occulte ça. Alors que ça devrait créer, si les Européens étaient vraiment sortis du coma stratégique, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, ils devraient dire, justement, profitons-en. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Pascal Boniface, on vous retrouve demain toujours avec Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, pour la fin de cette rencontre. En attendant, tout de suite, c'est la chronique Le Secret de Cuisine de Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette un peu particulière pour moi. Ce n'est pas forcément qu'elle soit très originale, mais elle réveille de vieux souvenirs quand j'étais gamin et que je me retrouvais chez mes grands-parents à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et parfois, ma grand-mère nous préparait pour de bons repas le soir sur la terrasse des cannelloni. Vous voyez de quoi je parle, ce sont des tubes de pâte que vous pouvez farcir avec ce que vous voulez. Et ma grand-mère était la reine de ce plat qui n'est pas compliqué, qui plaît à toute la famille et qui peut d'ailleurs se réaliser à plusieurs. Là, je vous propose une recette pour 6 personnes. Il faut compter 25 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson. Pour cette recette, il vous faut 12 cannelloni, 500 g d'épinards cuits. Vous pouvez en prendre des surgelés si vous le souhaitez. 300 g de ricotta ou un autre fromage, le fromage de chèvre, c'est bien aussi. 100 g de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, 50 centilitres de sauce tomate, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre. Alors on y va. Alors pour les épinards, soit vous les équeutez si vous les achetez frais, soit vous les décongelez si vous en achetez des surgelés et vous les pressez entre vos mains pour élever l'excédent d'eau. Pour les frais, n'hésitez pas à en prendre beaucoup. Vous les passez à la poêle avec un peu d'huile d'olive et vous allez voir, ça diminue énormément. Vous les hachez au couteau et vous les mélangez avec la ricotta, la moitié du parmesan, la crème, l'ail pressé, du sel et du poivre. Vous farcissez les cannelloni avec ce mélange aux épinards, vous les rangez dans un plat à gratin et vous recouvrez de sauce tomate et parsemez avec le reste de parmesan. Vous faites cuire 40 minutes au four, qui aura été préchauffé à 180, thermostat 6 à peu près. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pour les cannelloni, comment je les fais, allez-vous me dire? Alors là, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez en acheter tout prêt, en grande surface, il n'y a qu'à les farcir soit à la cuillère, soit avec une poche à douille, c'est plus pratique. Sinon, vous pouvez les faire vous-même, mais là, il faut être équipé et avoir la machine à faire des pâtes, c'est pas forcément le plus simple. Ou alors, vous achetez de la pâte à lasagne, ce sont des grands rectangles, et vous les mettez à tremper une nuit dans l'eau froide. En tout cas, c'est comme ça que faisait ma grand-mère. Maintenant, c'est vous qui décidez. Pour ma part, je vous laisse deviner quelle option j'ai choisie. La dernière, naturellement. Et dans la farce, vous pouvez y mettre des champignons taillés en brunoise, c'est-à-dire en tout petit dé, ou un autre fromage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'important, c'est de vous faire plaisir. Vous servez ce plat bien chaud avec une salade et vous allez voir, ce sera un régal. J'ai fait ces cannelloni la semaine dernière, ils étaient très bons, oui, mais ils ne seront jamais aussi bons que ceux que faisait ma grand-mère à la Seine les soirs d'été sur la terrasse. Au revoir et à bientôt.
Merci Bruno Vigoureux pour cette bonne recette. On vous retrouve très prochainement. Alors nous sommes avec Pascal de Romanowski et nous parlions du salon Smile qui se déroule du 27 mars au 1er avril à l'industrie des sciences de la Villette. Une minute pour conclure. Oui, merci. Écoutez, tout à l'heure on parlait de défis. Il est évident que pour nous, notre principal défi, c'est de redonner une image positive dans l'industrie et auprès de tous nos concitoyens. Alors, les collégiens, puisque les collégiens, vous savez qu'en fin de troisième, c'est la première orientation, c'est important pour eux qu'ils connaissent l'industrie, parce que si ce monde les attire, il faut qu'ils prennent déjà, qu'ils fassent déjà des choix en fin de troisième. C'est aussi le monde des lycéens, puisque le monde des lycéens et qui est un peu plus difficile pour nous d'approcher, parce que jusqu'à présent, en tout cas, ils avaient le baccalauréat en ligne de mire et ils ne souhaitaient pas trop se disperser pour aller rencontrer des chefs d'entreprise ou visiter des usines. Mais je pense que demain, il faudra qu'on fasse un effort auprès des lycéens. C'est aussi le monde des étudiants, et dans ce domaine, on a pris une initiative avec l'université de Cergy-Pontoise qui s'appelle Cap Industrie, pour que des étudiants qui se posent des questions en première année de licence, et malheureusement il y en a beaucoup qui ont été mal orientés et qui se disent est-ce qu'il faut que je reste dans ces filières. Merci beaucoup, on en reparlera, vous reviendrez nous écoutez, parler avec de grand Cap plaisir. Industrie. On vous dit à tous, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous deux pour votre présence aujourd'hui malgré les grèves. Bonne journée, à demain avec la présidente du tribunal de grande instance. À bientôt. Ça passe vite, hein.